Tu fais honte à cette famille, Alex. Sors de chez moi immédiatement. Les mots de mon père résonnèrent dans le salon décoré de lumière de Noël, réduisant au silence les 23 membres de ma famille réunis. Oncle, tante, cousins, tous cessèrent de manger et me regardèrent fixement, certains avec pitié, d'autres avec cette curiosité morbide que les gens ont lorsqu'ils sont témoins d'un accident de voiture. Je me tenais à côté du sapin de Noël de 2,5 mètres, tenant le cadeau que j'avais acheté spécialement pour lui. Une cravate en soie italienne qui m'avait coûté $300, presque la moitié de mon salaire de serveur pour le mois. Papa, j'ai juste dit que je pensais changer de carrière et... Changer de carrière. Il s'est levé de son fauteuil en cuir marron, celui sur lequel personne d'autre n'avait le droit de s'asseoir. Tu as 28 ans, Alex. 28 ans. Et tu veux quitter le seul emploi décent que tu aies trouvé pour jouer au chef d'entreprise avec quel argent? Je m'appelle Alex, et à Noël 2016, à 28 ans, j'ai découvert que mon propre père me considérait comme le plus grand échec de la famille Morrison. Richard Morrison, PDG de Morrison Holdings, un empire de la construction qui dominait le marché immobilier de Chicago depuis plus de 40 ans. L'homme qui avait construit les gratte-ciel qui dessinaient la silhouette de la ville. Et à ses yeux, son fils aîné n'était qu'un rêveur pathétique qui servait des tables dans un restaurant du centre-ville. « Richard, nous sommes peut-être un peu durs avec le garçon, » murmura ma mère, Margaret, sans lever les yeux de son assiette. « Dur. » Il rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. « Margaret, regarde-le. Regarde notre fils. Diplômé en administration de Northwestern, l'une des meilleures universités du pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sert à manger à des gens qui travaillent vraiment. » Je sentis mon visage s'empourprer. Autour de la table, mes cousins, tous employés dans l'entreprise familiale, tous gagnant plus de $100 000 par an, tous approuvés par le patriarche, évitaient mon regard. « Papa, j'ai un plan d'affaires. Si seulement tu pouvais. » Un plan d'affaires, pourquoi? Pour ouvrir un autre petit restaurant qui fera faillite dans 6 mois? Il prit sa bière et en but une longue gorgée. « Alex, tu veux savoir la vérité? Je n'attendais plus rien de toi. J'ai toujours su que tu serais le raté de la famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les enfants cessèrent de jouer avec leurs nouveaux jouets. « Sors de ma maison, » répéta-t-il, plus bas maintenant, mais avec une froideur qui me transperça plus profondément que ses cris. « Et ne reviens pas avant d'avoir quelque chose de valeur à montrer. Quelque chose de réel. Pas des rêves d'enfant. » Je laissai tomber le cadeau par terre et me dirigeai vers la porte. Personne ne dit un mot. Personne ne se leva. Ma propre mère continua à découper la dinde comme si de rien n'était. Mais alors que j'enfilai mon manteau et ouvrais la porte de la maison de $3 millions à Lake Forest, quelque chose changea en moi. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était quelque chose de bien plus dangereux, une détermination sans faille. Car ce que mon père ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que j'avais déjà plus qu'un simple plan d'affaires. J'avais une idée qui allait révolutionner la façon dont les gens achetaient des maisons, une technologie qui rendrait obsolète le modèle commercial qui soutenait l'Empire Morrison depuis des décennies. Et tandis que je roulais sur Lakeshore Drive par cette froide nuit de décembre, avec les gratte-ciel construits par mon père brillant au loin, je fis une promesse silencieuse. Je reviendrai dans cette maison. Mais la prochaine fois, ce serait en tant qu'homme qui aurait racheté tout ce que Richard Morrison avait possédé un jour. Si vous aimez cette histoire qui raconte comment une humiliation familiale s'est transformée en la vengeance la plus douce que j'ai jamais vue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé au cours des 5 années suivantes a changé non seulement ma vie, mais aussi tout le secteur immobilier de Chicago. Mais d'abord, je dois vous raconter les 6 mois d'enfer qui ont suivi cette nuit-là. Car mon père n'avait pas encore fini d'essayer de me détruire. Les 6 mois qui ont suivi cette nuit de Noël ont été une plongée dans des eaux dont je ne soupçonnais pas la profondeur. Richard Morrison ne s'est pas contenté de me chasser de chez moi. Il a décidé de s'assurer que je échoue complètement. Le lundi suivant Noël, lorsque je suis retourné travailler au Bistrot Lumière, mon patron, Antoine, m'a appelé dans son bureau. Petit et nerveux, il évitait mon regard tout en feuilletant des papiers. « Alex, je suis désolé, mais nous allons devoir nous séparer de toi. »« Comment ça? J'ai toujours eu d'excellents résultats, vous me l'avez dit vous-même la semaine dernière. Nous avons reçu quelques préoccupations concernant votre conduite. » Il m'a finalement regardé, et j'ai vu de la pitié dans ses yeux. Un client très influent a appelé pour remettre en question votre intégrité professionnelle. Je n'avais pas besoin de demander qui était ce client. Richard Morrison avait des relations dans tout Chicago. Les restaurants haut de gamme dépendaient d'hommes d'affaires comme lui pour leurs événements d'entreprise. Antoine, vous savez que c'est faux. Je sais, Alex. Mais je ne peux pas me permettre de perdre des contrats importants. Il fit glisser une enveloppe sur la table. 2 semaines de salaire.
C'est tout ce que je peux faire. Je marchais dans les rues glacées de janvier, transportant une boîte contenant toutes mes affaires personnelles. Quelques livres sur la gestion, une tasse que mon ex-petite amie m'avait offerte, un certificat d'employé du mois encadré. Tout tenait dans une boîte à chaussures. Mais ce n'était que le début. J'ai essayé d'autres restaurants. 5 entretiens en 2 semaines. Tous commençaient bien, jusqu'au moment où ils mentionnaient qu'ils allaient vérifier mes références. 24 heures plus tard, c'était toujours le même coup de fil. Nous avons décidé de retenir un autre candidat. Richard avait un réseau d'influence que j'avais complètement sous-estimé. 40 ans passés à nouer des relations à Chicago, à rendre des services, à créer des dettes. Chaque porte que j'essayais d'ouvrir, il avait déjà fermé avant même que je m'en approche. Au début du mois de février, je vivais avec $600 en banque et survivais grâce à des ramens instantanés dans l'appartement d'une chambre que je partageais avec 2 camarades de fac. Le chauffage fonctionnait à peine et je dormais avec 3 couvertures. C'est alors que Marcus, mon colocataire, est rentré à la maison avec une expression étrange sur le visage. « Alex, tu as vu les nouvelles locales aujourd'hui » ? « Non. » « Pourquoi » ? Il a allumé la télévision. Le journaliste se tenait devant le Morrison Holdings Plaza, l'immeuble de 40 étages que mon père avait construit pour servir de siège social à l'entreprise. Richard Morrison, PDG de Morrison Holdings, annonçait aujourd'hui un nouveau projet immobilier de $200 millions dans le South Slope. Interrogé sur la succession familiale, M. Morrison a été catégorique. « Mon fils aîné a choisi une autre voie. Je ne peux pas forcer quelqu'un à avoir de l'ambition s'il n'en a tout simplement pas. » J'ai senti le sang me monter à la tête. Il utilisait ma situation comme de la publicité, créant un récit public selon lequel j'étais le fils paresseux qui avait choisi de gâcher les opportunités qu'il m'avait offertes. Mes autres fils, David et Michael, se préparent à assumer des responsabilités plus importantes dans l'entreprise, a poursuivi Richard dans l'interview. Ils comprennent la valeur du travail acharné et de l'engagement familial. Marcus a éteint la télévision. Mec, désolé. Je ne savais pas que c'était si dur. Mais je l'ai à peine entendu. Parce qu'à ce moment-là, en voyant mon père utiliser mon humiliation comme un outil de relations publiques, quelque chose s'est cristallisé en moi. Il ne s'agissait plus de prouver ma valeur à ses yeux. Il s'agissait de détruire complètement le socle d'arrogance qui permettait ce genre de cruauté calculée. Ce soir-là, seul dans ma chambre glaciale, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas un CV ou une lettre de motivation. J'ai rédigé la première ébauche de ce qui allait devenir Techhome. Une plateforme qui utiliserait l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle pour révolutionner la façon dont les gens achètent des biens immobiliers. L'idée n'était pas nouvelle. Je développais ce concept depuis 2 ans, depuis que j'avais réalisé à quel point le processus d'achat d'une maison était inefficace et dépendant d'intermédiaires qui n'apportaient que peu de valeur ajoutée. Mais j'avais désormais un objectif clair, créer quelque chose qui rendrait obsolète le type d'entreprise que dirigeait mon père. Les entreprises de construction traditionnelles dépendaient d'informations asymétriques. Elle contrôlait les stocks, dictait les prix, manipulait les calendriers. Ma plateforme éliminerait ces gardiens en mettant directement en relation les acheteurs et les constructeurs grâce à une technologie qui rendrait l'ensemble du processus transparent et efficace. Alors que Richard Morrison utilisait ses relations et son intimidation pour maintenir son empire, je construisais quelque chose qui rendait ses tactiques obsolètes. 3 semaines plus tard, j'ai trouvé un emploi comme plongeur dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 dans le sud de la ville. $15 de l'heure, des journées de 12 heures, sans avantages sociaux. Mes mains étaient constamment rouges et gercées à cause de l'eau chaude et des produits chimiques. Mais tous les soirs, après le travail, je codais. J'apprenais la programmation grâce à des tutoriels gratuits en ligne. J'étudiais l'apprentissage automatique, le développement d'interfaces, l'architecture des systèmes. Je dormais 4 heures par nuit et me réveillais avec les doigts encore endoloris d'avoir trop tapé. Ce que mon père ne comprenait pas, ce qu'il ne comprendrait jamais, c'est que sa cruauté m'avait donné le carburant le plus puissant qui soit. Une clarté absolue quant à mon objectif. Car pendant qu'il dormait paisiblement dans son manoir de $3 millions, savourant sa victoire sur son fils raté, je construisais l'arme qui détruirait tout ce qu'il avait bâti. Et le plus ironique dans tout ça, c'est lui-même qui m'a donné la motivation, la concentration et le temps nécessaires pour y parvenir. En m'isolant de son monde, il m'a donné toute liberté pour créer quelque chose de complètement nouveau. Mais avant de pouvoir changer l'industrie, je devais découvrir quelque chose de crucial sur les activités de Morrison Holdings. Quelque chose que Richard cachait depuis des décennies et qui allait devenir la clé de sa destruction totale. En mars, alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, Richard a décidé d'intensifier sa campagne de destruction personnelle. La première bombe a été lâchée par David, mon frère cadet. Il est arrivé au restaurant à 2 heures du matin, alors que je terminais mon service.
Je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit pareil de ma vie. Un restaurant ouvert 24 heures sur 24 dans le sud de la ville, avec des comptoirs en formica craquelé et une odeur permanente de bacon gras. Alex. Il s'est glissé dans le box du coin, visiblement mal à l'aise dans cet environnement. Il faut qu'on parle. J'ai fini de nettoyer les dernières casseroles et je me suis assis en face de lui. David a toujours été le diplomate de la famille, le fils du milieu qui essayait d'apaiser les conflits. Mais son visage était tendu comme je ne l'avais jamais vu auparavant. « Papa a engagé un détective privé », dit-il sans détour. « Comment ça ? Il veut documenter ta situation actuelle. Pour protéger l'entreprise au cas où tu tenterais de le poursuivre pour discrimination familiale ou quelque chose comme ça. » David évita mon regard. « Mais je pense que c'est plus que ça, Alex. Il est obsédé. Il parle de toi constamment. Il dit que tu es une menace pour la réputation de la famille. » J'ai senti un frisson me parcourir l'estomac. Quel genre d'enquête? Tes finances, tes déplacements, les personnes avec qui tu parles. Il est convaincu que tu prépares quelque chose qui pourrait nuire à l'entreprise. David m'a enfin regardé. Et le pire, c'est qu'il a engagé Johnson et Associates. Johnson et Associates. La société de sécurité privée la plus impitoyable de Chicago. Spécialisée dans les enquêtes qui franchissaient souvent les limites de l'éthique. Richard ne se contentait pas d'enquêter sur moi, il essayait de trouver quoi que ce soit qui puisse le détruire complètement. « Pourquoi me dis-tu cela » demandai-je. « Parce que ce n'est pas juste, Alex. Tu es mon frère. » Il fit glisser une enveloppe sur la table. Et parce que j'ai trouvé ça dans son bureau. Dans l'enveloppe, il y avait des copies de rapports financiers. Pas les miens, ceux de Morrison Holdings. Des pages et des pages de documents qui m'ont fait remettre en question tout ce que je savais de mon père. L'entreprise était en proie à de graves difficultés financières. Le projet de 200 millions de dollars que Richard avait annoncé à la télévision, il était entièrement financé par des prêts à haut risque qui dépendaient de ventes qui n'existaient pas encore. Morrison Holdings s'était endetté jusqu'au cou, maintenant son image de réussite grâce à un réseau complexe de dettes et de contrats qui pouvaient s'effondrer à tout moment. « Il est désespéré, Alex », murmura David. « L'entreprise perd de l'argent depuis 18 mois. Toute cette confiance, cette arrogance, ce n'est qu'une façade. Il est terrifié à l'idée que quelqu'un découvre la vérité. J'ai étudié les chiffres. C'était pire que ce que David imaginait. Richard n'était pas seulement en difficulté, il dirigeait une chaîne de Ponzi, utilisant l'argent des investisseurs pour payer les fournisseurs d'anciens projets, tout en promettant des rendements qu'il savait impossibles à réaliser. Et en quoi suis-je une menace? Demandai-je. Vous connaissez les systèmes de l'entreprise mieux que n'importe lequel d'entre nous. Vous y avez travaillé pendant vos étés à l'université, vous avez fait un stage au service financier. Si vous vouliez dénoncer tout ça. Bien sûr. Ma menace n'était pas la concurrence commerciale. C'était ma connaissance interne. Richard avait tellement peur que je découvre la vérité sur ses activités qu'il avait décidé de me détruire à titre préventif. Cette nuit-là, j'ai marché dans les rues désertes de Chicago, les documents cachés dans mon manteau. La température était en dessous de 0, mais je ne sentais presque pas le froid. Mon esprit était occupé à analyser les implications de ce que j'avais découvert. Pendant 3 mois, j'avais cru que le comportement cruel de mon père était purement personnel, qu'il était déçu par mon échec en tant que fils. Mais maintenant, je voyais la vérité. Il projetait son propre échec imminent sur moi, transformant sa paranoïa en justification de sa cruauté. Morrison Holdings, l'empire qu'il avait bâti pendant 40 ans, s'effondrait. Et plutôt que d'admettre ses erreurs ou de demander de l'aide, Richard avait choisi de détruire sa propre famille pour protéger son apparence de réussite. Une fois arrivé à mon appartement, j'ai allumé mon ordinateur portable et ouvert les fichiers Techhome pour la première fois depuis des semaines. J'avais été tellement concentré sur ma survie que j'avais négligé mon projet. Mais maintenant, en regardant le code que j'avais écrit et les modèles commerciaux que j'avais développés, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Ma plateforme ne se contenterait pas d'éliminer les intermédiaires dans l'achat de biens immobiliers. Elle rendrait complètement transparent l'ensemble du processus financier derrière la construction et la vente de propriétés. Les investisseurs auraient accès en temps réel au coût réel, à des calendriers vérifiables et à des rendements basés sur des données concrètes plutôt que sur des promesses vides. C'était exactement le type d'outil qui exposerait instantanément des opérations telles que celles de Morrison Holdings. Et à ce moment-là, à 5 heures du matin, par un jeudi glacial, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais plus me contenter de créer une entreprise pour prouver ma valeur. J'allais créer une entreprise qui rendrait impossible à des gens comme mon père d'opérer dans l'ombre, de manipuler les chiffres et de détruire des vies pour protéger leur ego. J'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur et j'ai commencé à écrire.
Pas du code cette fois-ci, mais une stratégie. Un plan en 3 phases qui utiliserait l'arrogance et la paranoïa de Richard contre lui. Phase 1. Terminer Take Home dans le plus grand secret, en utilisant les 6 prochains mois pour construire un produit fonctionnel qu'aucun enquêteur privé ne pourrait tracer. Phase 2. Utiliser ma connaissance des systèmes de Morrison Holdings pour identifier les clients mécontents et les investisseurs frustrés qui seraient ouverts à des alternatives. Phase 3. Lancer Take Home directement sur le marché de Chicago, en offrant une transparence totale dans un secteur qui dépendait d'informations cachées pour survivre. Ce ne serait pas seulement de la vengeance. Ce serait une évolution. Et le plus ironique dans tout ça, Richard m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour le détruire. En me chassant de chez moi, il m'avait forcé à développer une indépendance totale. En sabotant mes emplois, il m'avait appris à fonctionner sans relation ni faveur. En enquêtant sur moi, il avait révélé ses propres vulnérabilités à travers un désespoir mal dissimulé. Alors qu'il dépensait des milliers de dollars pour engager des enquêteurs afin de découvrir mes plans secrets, j'étais littéralement en train de construire l'outil qui rendrait son modèle commercial obsolète. Et il ne l'a jamais su avant qu'il ne soit trop tard. Car ce que Richard Morrison n'a jamais compris à mon sujet, ce qu'aucun des Morrison n'a compris, c'est que je n'essayais pas de détruire l'héritage familial. Je construisais un nouvel héritage qui rendrait l'ancien insignifiant. J'ai fermé mon ordinateur portable lorsque le soleil a commencé à se lever sur l'horizon de Chicago. Dans quelques heures, je retournerai au restaurant pour laver plus de vaisselle, servir plus de café et accepter plus d'humiliations silencieuses. Mais maintenant, chaque quart de travail avait un but différent. Chaque heure travaillée pour 15 $ était une heure de plus loin des radars du détective privé. Chaque jour passé à faire semblant d'être le fils raté était un jour de plus pour perfectionner l'outil qui redéfinirait l'ensemble du secteur immobilier à Chicago. Et quand ce serait fini, quand Take Home serait prêt et que j'aurais construit le réseau de contacts nécessaires, Richard Morrison découvrirait que la plus grande erreur de sa vie n'avait pas été de me sous-estimer. C'était de m'avoir laissé assez de temps pour devenir invisible pendant qu'il construisait son remplaçant. Le mois de mai est arrivé avec des pluies incessantes qui transformaient Chicago en une ville grise, mais je ne remarquais même pas le temps qu'il faisait. Mes nuits étaient devenues un rituel précis. Rentrer à la maison à 3 heures du matin après mon service au restaurant, prendre une douche pour me débarrasser de l'odeur de graisse et m'asseoir devant mon ordinateur jusqu'à 7 heures du matin. Take Home prenait forme. L'algorithme de mise en relation entre acheteurs et constructeurs fonctionnait déjà lors de tests locaux. J'avais réussi à convaincre 3 petits constructeurs indépendants de participer à un programme pilote, leur offrant une transparence totale des coûts en échange d'un accès direct à leurs clients. C'était exactement le contraire du modèle de Morrison Holdings, où l'information était synonyme de pouvoir et où le pouvoir signifiait le contrôle total. Mais le développement technologique n'était que la moitié du combat. L'autre moitié était beaucoup plus délicate. Pendant mes pauses au restaurant, j'ai étudié chaque mouvement public de Richard au cours des 6 derniers mois. Entretiens, apparitions lors d'événements, déclarations à la presse. J'ai remarqué une tendance inquiétante. Il misait de plus en plus gros sur des projets de plus en plus importants, utilisant un discours de plus en plus agressif sur la suppression de la concurrence déloyale sur le marché immobilier. Le détective privé me suivait toujours. Johnson et Associates étaient des professionnels. Je les voyais rarement, mais je savais qu'ils étaient là. Des voitures différentes garées dans la rue de mon appartement, des gens lisant le journal au restaurant pendant mes heures de travail, des caméras discrètes placées à des angles qui couvraient mes déplacements habituels. Richard dépensait au moins 5 000 $ par mois pour me surveiller. De l'argent que son entreprise en difficulté n'avait pas à gaspiller. C'est David qui m'a donné la pièce cruciale suivante du puzzle. Nous nous sommes retrouvés dans un café de Lincoln Park un mardi pluvieux. Il semblait plus mince, plus tendu que la dernière fois. Les choses empirent au bureau, m'a-t-il dit sans préambule. Papa a licencié 12 personnes la semaine dernière. Il a invoqué la restructuration, mais tout le monde sait que c'est une question d'argent. Et Michael, comment il vit ça? Ai-je demandé à propos de notre petit frère. C'est ça qui est bizarre. David a baissé la voix. Michael a commencé à poser des questions. Sur les finances, sur les contrats, sur les décisions que papa prend sans consulter personne. Et papa est obsédé par l'idée que tu es derrière tout ça. Comment ça? Il pense que tu manipules Michael contre lui. Hier, il a crié dans son bureau que tu recrutais des traîtres dans ta propre famille. David a fait des guillemets avec ses doigts. Alex, il est paranoïaque. Il voit des complots partout. J'ai absorbé cette information tout en regardant la pluie ruisseler sur la vitre du café. Richard était tellement désespéré de trouver un ennemi extérieur qu'il ne voyait pas les vrais problèmes dans la structure qu'il avait construite. A-t-il mentionné quelque chose de spécifique à propos de Michael? Il a dit qu'il allait protéger l'entreprise des influences destructrices.
Et quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, il m'a regardé comme si j'étais moi aussi suspect. David remua nerveusement son café. Alex, je pense qu'il envisage également d'écarter Michael de l'entreprise. C'était parfait. Richard détruisait sa propre famille pour tenter de me détruire. Plus il devenait paranoïaque, plus il s'isolait, plus il prenait de décisions discutables. Ce soir-là, j'ai modifié ma stratégie. Je n'avais pas besoin d'attaquer Morrison Holdings directement. Je devais simplement accélérer le processus d'autodestruction que Richard avait déjà enclenché. J'ai ouvert un nouveau fichier sur mon ordinateur et j'ai commencé à répertorier tous les contrats publics de Morrison Holdings des 2 dernières années. Des informations disponibles dans les registres municipaux, les rapports financiers obligatoires, des documents accessibles à tous les citoyens. Ce que j'ai découvert était encore pire que les documents que David m'avait montrés. Richard utilisait une technique appelée « financement en cascade ». Il utilisait essentiellement l'argent des investisseurs d'un projet pour couvrir les coûts de projets antérieurs qui avaient pris du retard. C'était légal sur le plan technique, mais cela créait une chaîne de dépendance qui pouvait s'effondrer si un maillon venait à se briser. Et je pouvais briser ce maillon. Le projet Morrison Harbor, un complexe résidentiel de luxe au bord du lac, dépendait d'autorisations municipales qui avaient 4 mois de retard. Richard avait promis aux investisseurs que les autorisations seraient accordées en juin. Mais les documents municipaux montraient qu'il y avait de graves problèmes environnementaux qui n'avaient même pas été abordés. Si les autorisations étaient refusées, et tout indiquait qu'elles le seraient, Richard devrait rembourser 120 millions de dollars qu'il avait déjà utilisés pour d'autres projets. Je n'ai pas eu besoin de saboter quoi que ce soit. J'ai simplement dû m'assurer que les bonnes informations parviennent aux bonnes personnes au bon moment. J'ai créé un compte anonyme et envoyé un email détaillé au Chicago Tribune, soulignant les divergences entre les promesses publiques de Richard et la réalité des documents municipaux. Il ne s'agissait pas de diffamation, mais de journalisme d'investigation basé sur des documents publics. Pendant ce temps, Techhome continuait de croître. En juin, j'avais déjà 17 constructeurs indépendants sur la plateforme, offrant une transparence totale aux acheteurs lassés des processus opaques et des coûts cachés. Chaque transaction réussie sur ma plateforme était une transaction qui ne se faisait pas par l'intermédiaire d'entreprises comme Morrison Holdings. Le moment crucial est arrivé un jeudi de juin. J'ai reçu un SMS de David, le Tribune va publier un article sur Morrison Harbor demain. Papa est complètement paniqué. Ce soir-là, alors que je travaillais comme d'habitude au restaurant, j'ai vu Richard pour la première fois depuis 6 mois. Il est entré à 2 heures du matin, seul, vêtu d'un costume froissé que je ne lui avais jamais vu porter auparavant. Il s'est assis au comptoir et a commandé un café noir. Pendant 20 minutes, nous sommes restés à 1 mètre de distance. Je faisais la vaisselle, il buvait son café et lisait quelque chose sur son téléphone portable de manière obsessionnelle. Le détective privé était probablement dehors, en train de documenter notre rencontre. Richard ne m'a pas reconnu. Ou il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Quand il s'est levé pour partir, il a laissé 5 dollars de pourboire, plus que n'importe quel client n'avait laissé cette semaine-là. Ce n'est qu'après son départ que j'ai compris ce qui s'était passé. L'homme qui m'avait expulsé de chez moi parce que j'étais un raté, venait de me donner un pourboire sans savoir qui j'étais. Sa propre paranoïa l'avait tellement aveuglé qu'il ne pouvait plus distinguer les menaces réelles des ombres imaginaires. Et pendant qu'il dépensait des fortunes à enquêter sur moi, à chercher des preuves de complot qui n'existaient pas, je construisais systématiquement l'outil qui rendrait son modèle commercial obsolète. Si vous suivez cette histoire d'un fils rejeté qui est devenu l'architecte d'un changement que sa famille n'avait pas vu venir, assurez-vous de vous abonner, car ce qui s'est passé après la publication de l'article du Tribune a dépassé mes attentes les plus folles. Le vendredi suivant, à 6 heures du matin, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. À l'autre bout du fil, une voix que je ne m'attendais pas à entendre. Michael, mon petit frère. Alex. Sa voix était tendue, presque chuchotante. Il faut que je te voie. Tout de suite. Papa vient de faire quelque chose d'irréversible. L'appel de Michael est arrivé à 6h15 du matin, un vendredi qui allait tout changer. Alex, je dois te voir tout de suite. Papa vient de licencier toute l'équipe comptable et a engagé une société externe pour un audit d'urgence. J'ai retrouvé Michael au Millennium Park 1 heure plus tard. Il était assis sur un banc, tenant 2 cafés et semblant avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. L'article du Tribune est sorti ce matin, m'a-t-il dit en me tendant l'un des cafés. Papa est complètement paniqué. Il a licencié 17 personnes hier, dont Janet. Janet Morrison, sans lien de parenté, juste une coïncidence de nom de famille, était directrice financière depuis 15 ans. Si Richard l'avait licenciée, cela signifiait qu'elle avait découvert quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser filtrer. Il y a plus, a poursuivi Michael.
Il a gelé tous les paiements aux fournisseurs et annulé le projet Morrison Harbor. Officiellement pour réévaluation stratégique. Mais Alex, les investisseurs réclament leur argent. C'était exactement ce que j'avais prévu. L'article du Tribune avait poussé Richard à prendre des décisions désespérées qui n'avaient fait qu'accélérer l'effondrement que je préparais depuis des mois. Et il y a une chose que tu dois savoir, a dit Michael en baissant la voix. Papa a découvert l'existence de Tech Home. J'ai senti mon sang se glacer. Comment? Le détective privé. Ils ont suivi tes activités en ligne au cours des 6 derniers mois. Papa sait que tu as créé une plateforme immobilière et que tu as 17 constructeurs partenaires. Michael m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'effroi. Il est convaincu que tu as tout planifié pour détruire l'entreprise. Pendant un instant, j'ai envisagé de nier, de minimiser, de prétendre que Tech Home n'était qu'un projet personnel sans rapport avec les problèmes de Morrison Holdings. Mais en regardant mon petit frère, le seul membre de la famille qui ait eu le courage de m'avertir, j'ai décidé d'être honnête. Je n'ai pas prévu de détruire l'entreprise, Michael. J'ai prévu de la rendre insignifiante. Je lui ai tout expliqué. Tech Home, les 6 mois de développement secret, comment la transparence totale de ma plateforme éliminait le besoin d'intermédiaires qui opéraient dans l'ombre comme Richard l'avait toujours fait. Bon sang, Alex. Tu as vraiment fait ça. Tu as construit une alternative à son modèle commercial. Et maintenant qu'il est au courant. Maintenant, il prévoit de te poursuivre pour sabotage d'entreprise et utilisation abusive d'informations confidentielles. Michael regarda l'horizon de Chicago. Il a engagé Mitchell et Associates. Mitchell et Associates. Le cabinet d'avocats le plus agressif de la ville, spécialisé dans la destruction de ses adversaires par des litiges longs et coûteux. Richard n'essayait pas seulement de m'arrêter, il essayait de m'anéantir financièrement avant que je puisse réagir. C'était le moment que j'avais préparé. J'ai pris mon téléphone et ouvert un dossier que j'avais créé quelques mois auparavant. À l'intérieur, 53 documents classés par ordre chronologique, chacun vérifié et authentifié par un expert comptable que j'avais engagé avec l'argent de mes pourboires. Michael, tu connais Sarah Chen de la SEC, l'enquêteuse sur les fraudes? Pourquoi? Parce qu'il y a 6 mois, j'ai envoyé une plainte officielle concernant les pratiques financières de Morrison Holdings. Avec des preuves complètes. Je lui ai montré l'accusé de réception. L'enquête officielle a commencé mardi. Michael est devenu livide. Quelle preuve? Tu te souviens des documents que David m'a montrés? Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. J'ai eu accès aux relevés bancaires, aux contrats de construction, à la correspondance avec les investisseurs. Tout. Comment? Janet Morrison m'a contacté en mars. Elle savait depuis des mois que quelque chose n'allait pas, mais elle avait besoin de quelqu'un de l'extérieur pour confirmer ses soupçons. Quelqu'un qui comprenait les systèmes internes, mais qui n'était pas impliqué dans la structure du pouvoir. Michael resta silencieux pendant un long moment, assimilant les implications. Alex, si la SEC trouve des preuves de fraude. Quand elle en trouvera, ai-je corrigé. Richard n'était pas seulement en difficulté financière. Il dirigeait une chaîne de Ponzi depuis au moins 2 ans. Il utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les promesses des anciens projets. Et il a tout documenté par écrit. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'identification indiquait Mitchell et Associates. Je répondis calmement. Alex Morrison. Oui. Ici Jonathan Mitchell. Je représente Morrison Holdings dans des affaires de propriété intellectuelle et de sabotage d'entreprise. Je dois vous informer. Monsieur Mitchell, l'interrompis-je poliment. Avant de continuer, je tiens à vous informer que cet appel est enregistré, conformément à la loi de l'Illinois, et que je suis moi-même représenté par un avocat. Il y eut un silence. Je ne savais pas que vous aviez un avocat. Chen, Rodriguez et Partners. Spécialisés dans les dénonciations à la SEC. Ils seront présents lors de toute communication future. Un autre silence, plus long. Je comprends. Nous resterons en contact. L'appel prit fin. Michael me regardait comme s'il voyait un fantôme. Alex, tu as vraiment tout planifié. Je n'ai pas planifié la destruction de Morrison Holdings, Michael. J'ai planifié ma propre liberté. Et quand Richard a tenté de me détruire à titre préventif, il n'a fait qu'accélérer le processus qu'il avait lui-même enclenché. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était David. Alex, où es-tu? Papa est au bureau, il crie qu'il va te traîner devant les tribunaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Et 3 agents fédéraux sont arrivés ici il y a 20 minutes.
C'était plus rapide que prévu. La SEC mettait généralement des semaines à passer d'une enquête sur papier à une action directe. À moins que... David, l'audit externe que papa a engagé, tu sais quelle entreprise? Thornfield Associates. Pourquoi? Je souris pour la première fois depuis des mois. Thornfield Associates était une société d'audit qui travaillait exclusivement avec des agences fédérales dans le cadre d'enquêtes sur des fraudes d'entreprise. Richard, dans sa paranoïa, avait engagé des auditeurs fédéraux pour enquêter sur ses propres comptes. David, Richard n'a pas engagé d'audit externe. Il a facilité une enquête fédérale sur sa propre entreprise. Silence total à l'autre bout du fil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'au lieu de trouver des preuves contre moi, les auditeurs sont en train de documenter des décennies de pratiques douteuses que j'ai dénoncées il y a des mois. Je me suis levé du banc et j'ai commencé à marcher. Et cela signifie que Richard Morrison vient de découvrir que sa tentative de me détruire était exactement le catalyseur dont la SEC avait besoin pour transformer une enquête préliminaire en poursuites pénales officielles. Alors que je marchais dans les rues de Chicago en direction de mon appartement, où j'allais me préparer pour ce qui allait être le jour le plus important de ma vie, une dernière ironie m'est apparue. Richard avait passé 6 mois et dépensé des dizaines de milliers de dollars à essayer de découvrir mon plan secret pour détruire son entreprise. Mais mon plan n'avait jamais été de détruire Morrison Holdings. Mon plan était de construire quelque chose de mieux. Et de laisser son arrogance faire le reste. À 2 heures de l'après-midi ce vendredi-là, alors que les agents fédéraux quittaient le Morrison Holdings Plaza avec des cartons remplis de preuves et que Richard Morrison affrontait la première d'une longue série d'entretiens avec les procureurs fédéraux, j'étais devant mon ordinateur portable en train de finaliser les derniers détails du lancement officiel de Tecom. Le fils raté, qui avait été exclu du Noël familial, était sur le point de révolutionner tout le secteur immobilier de Chicago. Et l'homme qui avait tenté de me détruire venait de découvrir qu'il avait créé les conditions nécessaires à sa propre chute. 3 semaines après ce vendredi qui a tout changé, j'étais assis dans la salle de réunion du 32e étage de la Willis Tower, regardant par la baie vitrée pendant que mes avocats finalisaient les documents qui allaient transformer Tecom, une start-up secrète, en une réalité concrète. De l'autre côté de la ville, Richard Morrison se trouvait dans une pièce très différente, une cellule de détention fédérale, où il attendait son audience de mise en liberté sous caution, tandis que les procureurs fédéraux rassemblaient 47 chefs d'accusation pour fraude, blanchiment d'argent et violation des lois sur les valeurs mobilières. La chute a été plus rapide et plus complète que je ne l'avais prévu. Lorsque la SEC a terminé son audit externe, elle a trouvé des preuves remontant à 2008. Richard ne se contentait pas d'exploiter une chaîne de Ponzi depuis 2 ans, il le faisait depuis près d'une décennie, utilisant chaque nouveau projet pour couvrir les échecs des précédents. Le montant total de la fraude s'élevait à plus de 400 millions de dollars. Morrison Holdings a été complètement dissoute dans le cadre d'une liquidation judiciaire supervisée. Chaque propriété, chaque contrat, chaque actif a été évalué et vendu pour indemniser les investisseurs lésés. Le manoir de 3 millions de dollars à Lake Forest, dont j'avais été expulsé à Noël, vendu aux enchères pour payer les frais juridiques. Mais le plus surréaliste dans toute cette histoire s'est produit un mardi pluvieux de septembre. David et Michael se sont présentés à mon nouveau bureau de la Salle Street, un espace moderne de 1000 mètres carrés où j'avais établi le siège de Tecom après avoir conclu un premier tour de financement de 15 millions de dollars. « Alex », a dit David, qui semblait avoir vieilli de 10 ans depuis l'année précédente. « Nous devons te présenter nos excuses. » Ils se sont assis dans les fauteuils en cuir en face de mon bureau, ironiquement très similaires à ceux que Richard avait dans l'ancien bureau de Morrison Holdings. « Pas pour ton père », a rapidement ajouté Michael. Il a fait ses propres choix. Mais pour notre part dans tout ça. Pour ne pas t'avoir défendu quand nous aurions dû. C'était une conversation que j'avais répétée mentalement des dizaines de fois, mais quand elle eut enfin lieu, je découvris que ma colère s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus complexe. « Vous étiez ses employés avant d'être mes frères, » répondis-je. « Et ce que Richard a fait, ce n'était pas votre faute. »« Mais c'est notre faute si nous sommes restés silencieux, » a insisté David. « Quand nous t'avons vu faire la plonge dans ce restaurant, quand nous avons appris que papa enquêtait sur toi, quand nous avons réalisé à quel point il était obsédé par l'idée de te détruire. Nous aurions dû parler. » Michael s'est penché en avant. « Son entreprise est finie, Alex. Mais la tienne. Tecom est en train de tout changer. Les constructeurs indépendants parviennent à concurrencer les grandes entreprises pour la première fois depuis des décennies. Les acheteurs économisent en moyenne 30% sur les frais de transaction. » C'était vrai. Au cours des 6 mois qui avaient suivi son lancement officiel, Tecom avait traité plus de 200 transactions immobilières à Chicago, mettant en relation les acheteurs directement avec les constructeurs grâce à une transparence totale des coûts et à des calendriers vérifiables en temps réel.
Les grandes entreprises de construction qui dépendaient d'informations asymétriques pour maintenir des marges gonflées étaient pour la première fois contraintes de rivaliser sur le fond. Et Margaret? Demandai-je à propos de ma mère. Elle digère tout, répondit David avec hésitation. Elle a perdu la maison, évidemment. Elle vit dans un appartement de 2 pièces à Evanston. Elle travaille à temps partiel dans une galerie d'art. Et comment se sent-elle à propos de tout ça? Michael échangea un regard avec David. Elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, répondit Michael. La semaine dernière, quand nous lui avons rendu visite, elle était en train de trier de vieilles photos de famille. Elle en a trouvé une de toi à ta remise de diplôme à Northwestern. Elle a regardé la photo pendant un long moment et a dit « J'ai toujours su qu'Alex était le plus intelligent de vous deux. Je n'avais simplement pas réalisé qu'il était aussi le plus courageux. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Alex, » a poursuivi David, « je sais que nous n'avons pas le droit de te demander ça après tout ce qui s'est passé, mais envisagerais-tu de nous embaucher ?» La question m'a pris au dépourvu. Chez Tech Home. Nous avons de l'expérience dans la construction, nous connaissons le marché de Chicago, et… Michael s'interrompit, cherchant ses mots. Et nous voulons travailler pour quelque chose qui améliore vraiment les choses. Pas pour un projet déguisé en progrès. Je regardais mes frères, je les regardais vraiment, pour la première fois depuis des années. David, toujours diplomate, semblait maintenant sincèrement humble. Michael, le plus jeune, avait dans les yeux une détermination que je ne lui connaissais pas. « Vous comprendriez qu'il n'y a pas de népotisme ici », a-t-il finalement déclaré. Pas de traitement de faveur parce que vous êtes de la famille. Le mérite, la transparence, la responsabilité. Nous comprenons, ont-ils répondu presque simultanément. Et vous devrez commencer comme n'importe quel autre employé. Salaire de départ, sans garantie, période d'essai de 90 jours. Parfait, acquiesça David. 3 mois plus tard, David dirigeait notre expansion à Milwaukee, mettant en relation des constructeurs locaux et des acheteurs via notre plateforme. Michael avait développé un système de vérification de la durabilité qui suscitait l'intérêt d'investisseurs axés sur l'ESG. Tous deux se sont révélés être des employés exceptionnels, travailleurs, intègres et véritablement attachés aux valeurs que j'avais instaurées dans l'entreprise. Margaret est venue visiter le bureau une fois, un jeudi de novembre. Elle a parcouru les espaces ouverts, observé les écrans affichant les transactions en temps réel, discuté brièvement avec l'équipe. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras, notre première étreinte depuis près de 2 ans. « Je suis fier de toi », m'a-t-elle murmuré. Et je suis désolé pour ce que nous avons laissé se produire. Ce n'était pas un pardon immédiat. Les relations brisées mettent du temps à se reconstruire, et certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Mais c'était un début. Quant à Richard, il a été condamné à 16 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant les 8 premières années. À 63 ans, lorsqu'il sortira, il sera un homme complètement différent dans un monde qui aura changé au-delà de toute reconnaissance. Pendant le procès, il m'a regardé une seule fois. Il n'y avait ni colère ni regret dans ses yeux. Juste une profonde confusion, comme s'il n'arrivait toujours pas à comprendre comment son fils raté était devenu l'architecte de sa chute. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à ce moment-là. Seulement une profonde tristesse face à la futilité de tout cela. La famille qui aurait pu être, les relations qui ont été détruites, le temps perdu dans des conflits qui n'auraient jamais dû exister. Tech Home a continué à se développer. Nous nous sommes étendus à 15 villes, avons traité des milliards de transactions et créé des emplois pour des centaines de personnes. Mais le véritable succès ne se trouvait pas dans les chiffres. Il se trouvait dans les lettres que je recevais de familles qui avaient pu acheter leur première maison grâce à notre plateforme, économisant ainsi suffisamment d'argent pour la meubler correctement. Il se trouvait dans les constructeurs indépendants qui pouvaient enfin rivaliser avec les grandes entreprises. Il se trouvait dans la transparence qui a obligé l'ensemble du secteur à fonctionner avec plus d'honnêteté. 1 an plus tard, à Noël 2017, j'ai organisé un dîner dans ma nouvelle maison de Lincoln Park. Une modeste maison de 3 chambres que j'avais achetée grâce à Tech Home, en utilisant la transparence totale que j'avais mise en place. David et Michael sont venus avec leur famille. Margaret a amené son nouveau petit ami, un professeur d'histoire à la retraite qui la traitait avec une gentillesse sincère. Quelques employés de Tech Home qui n'avaient pas de famille à proximité se sont joints à nous. Il n'y avait pas de place pour Richard. Non par cruauté, mais par acceptation. Il avait choisi une voie qui rendait sa présence impossible. Pendant le dîner, Michael a porté un toast. À Alex, qui nous a appris que le véritable succès ne consiste pas à vaincre ses ennemis, mais à construire quelque chose qui oblige tout le monde à être meilleur. C'était la différence fondamentale que Richard n'avait jamais comprise.
Il voyait les affaires comme une guerre, des gagnants et des perdants, des territoires à conquérir, des ennemis à détruire. Je les voyais comme une évolution, des systèmes à améliorer, une transparence qui profitait à tous, un progrès qui élevait l'ensemble de l'écosystème. Son approche a permis de bâtir un empire de 40 ans qui s'est effondré en quelques semaines lorsqu'il a été exposé à la lumière. Mon approche a permis de construire une plateforme qui s'est renforcée à chaque fois que quelqu'un a tenté d'y trouver des failles ou des vulnérabilités. Si cette histoire, qui raconte comment le rejet familial s'est transformé en révolution entrepreneuriale, vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires similaires sur des personnes qui ont transformé l'adversité en triomphe grâce à leur intelligence, leur persévérance et leur intégrité. Aujourd'hui, 5 ans après ce Noël humiliant, Techhome est évalué à 300 millions de dollars. Je suis invité à prendre la parole lors de conférences technologiques à travers le monde. Les universités étudient notre modèle comme exemple de disruption éthique dans les marchés traditionnels. Mais la victoire la plus significative a eu lieu un matin de décembre, alors que je travaillais au bureau et que j'ai reçu un appel inattendu. C'était Richard, qui appelait de prison. Alex, sa voix était plus faible, plus âgée. Je sais que je n'ai pas le droit de te parler, mais félicitations. J'ai lu un article sur Techhome dans un magazine ici. C'est exactement le genre de choses que j'aurais dû construire il y a des années. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas une réconciliation. C'était simplement une reconnaissance. Et à ce moment-là, j'ai enfin compris que la véritable victoire n'avait jamais été de détruire Richard Morrison ou de prouver qu'il s'était trompé à mon sujet. Il s'agissait de devenir exactement la personne que je devais être, indépendamment de son approbation ou de son désaccord. Le fils qu'il avait chassé de chez lui parce qu'il était un raté, était devenu l'homme qui avait changé à jamais l'industrie qu'il avait passé sa vie à essayer de dominer. Et la dernière ironie, j'ai fait cela en utilisant exactement les valeurs qu'il avait rejetées, l'honnêteté, la transparence, la collaboration et la conviction radicale que le véritable succès élève tout le monde, pas seulement ceux qui sont au sommet.